Salut tout le monde, me voici de retour dans une forêt bien française, la forêt de Bouconne. Et j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous faire un retour sur mon voyage en Amazonie. Donc je suis partie là-bas 5 semaines et je suis revenue donc le 11 décembre. Et je sais que certains d'entre vous m'ont suivi sur les réseaux, j'ai posté régulièrement des choses sur Instagram et Facebook et vous avez été plusieurs à me demander de vous faire un retour en fait sur ce voyage. Et j'avais envie de le faire en deux parties parce que sinon je pense que ça va être un petit peu long et j'avais envie de distinguer deux choses. Dans ce voyage, j'avais envie de distinguer à la fois le chamanisme dans son ensemble et en quoi ça m'a apporté moi dans ma pratique de pratiquer le chamanisme là-bas. Et ensuite, j'avais envie de vous parler dans un deuxième temps des cérémonies d'ayahuasca en elles-mêmes qui, selon moi, méritent une vidéo à part. Donc, il va y avoir une deuxième partie. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo d'abord pour vous inspirer peut-être si vous avez envie de partir là-bas. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés là-bas. Et j'avais envie en fait d'axer cette vidéo sur pourquoi partir là-bas. Qu'est-ce que ça peut apporter en fait dans la pratique du chamanisme et aussi comment intégrer ces énergies une fois qu'on est revenu en France, puisque c'est ça l'enjeu. Alors déjà, pour vous rappeler un petit peu pourquoi je suis partie, j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc c'était vraiment un appel de l'intérieur. J'ai senti que je devais aller là-bas. Et une fois que la décision était prise, c'est comme si plus rien ne pouvait m'arrêter. Tout a été mis en place assez vite et assez facilement. Donc j'ai choisi de répondre à cet appel. J'ai contacté l'association Arutam, je suis partie avec eux pour pouvoir avoir un encadrement en fait et pouvoir bénéficier de leur savoir-faire. Eux connaissent des chamans, sont présents pendant les cérémonies, etc. Donc ça, c'était un accompagnement qui était vraiment très précieux, qui n'a pas du tout été superficiel, bien au contraire. Donc je suis partie vraiment dans des très bonnes conditions et ça me rassurait aussi puisqu'il y avait quand même beaucoup d'inconnus. Donc pour vous poser un petit peu le cadre, donc voilà, je suis partie avec eux, je suis partie 2 semaines en Équateur, en Amazonie, en Équateur. Ensuite, j'ai été 10 jours au Pérou pour visiter, faire des choses pour moi. Et ensuite, j'ai été 10 jours en Amazonie péruvienne, au Pérou. Donc j'ai rencontré différentes traditions, différentes tribus. Donc j'ai été avec les Indiens Shuar, Quichua en Équateur et avec les Shipibo au Pérou. Donc à chaque fois, j'étais dans des groupes. J'étais dans un premier groupe en Équateur. Ensuite, j'ai fait 10 jours de voyage solo au Pérou. Et j'ai rejoint un deuxième groupe au Pérou. Voilà un petit peu pour le cadre. Moi, mon intention première, en fait, c'était d'être en immersion, puisque je me sentais parfois un petit peu entre deux cultures, entre deux états d'être en fait, c'est-à-dire que je suis ici en tant qu'occidentale et en même temps mon âme aspire à être en contact avec d'autres choses que j'ai du mal à trouver ici. Donc c'est pour ça que je suis partie là-bas, pour vraiment être en immersion dans une culture chamanique. Et ça a été vraiment pour moi la première chose qui a été la plus forte en fait à vivre et qui m'a le plus apporté, je dirais, c'était vraiment de vivre une culture chamanique, d'être vraiment en contact avec des personnes qui ont cette vision de la vie en fait, qui voient en fait un esprit en toute chose, qui voient en fait cette grande conscience en fait qui nous porte tous, cette force créatrice. Ça, c'est vraiment vécu là-bas. C'est quelque chose aussi qu'on peut vivre évidemment en France, mais quand c'est imprégné dans une culture et quand c'est présent, et ben en fait, ça apporte quelque chose de beaucoup plus consistant parce que en fait, c'est beaucoup plus facile de le partager. Il y a notamment un moment qui m'a beaucoup marqué. On s'est levé un jour à 4 heures du matin
pour raconter nos rêves en fait. Et les rêves en fait là-bas peuvent déterminer le déroulé de sa journée en fait. En fonction de ce à quoi on a rêvé, on peut décider si on va aller à la chasse ou pas, ou si ça va être une bonne journée, etc. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est quelque chose qui peut se faire un petit peu en France avec la psychanalyse, etc. Mais là-bas, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles en fait. Et on voit bien du coup en faisant ça à quel point le monde invisible est pris en compte dans notre réalité concrète. Ce voyage m'a aussi beaucoup apporté en termes de ressenti au niveau de la simplicité du cœur, au niveau du poids de la parole, de mesurer ses mots, d'être davantage dans le silence. Les Indiens savent très bien faire ça, ils savent qu'en fait les mots sont une énergie. Quand on parle, en fait, on envoie de l'énergie et ils sont beaucoup plus dans la mesure de ça. Et ça, c'est quelque chose qui a été très fort pour moi, puisque de manière générale, dans mon vécu, j'ai été dans trop de mots parfois dans ma vie, dans beaucoup trop de paroles complètement vides. Et ça, c'est quelque chose dont je sens que j'ai vraiment besoin de me défaire en fait et de mesurer le poids des mots et de voir en fait comment eux font ça. Et ben ça a été vraiment très inspirant. Les chamans là-bas et en fait les Indiens d'Amazonie sont vraiment dans un rapport simple en fait, une simplicité de la vie qui est aussi encore une fois très inspirante. Ça permet en fait de se recentrer, de mesurer un peu. Là, l'image qui me vient, c'est quand on casse un œuf, il y a le jaune, le blanc. De mesurer en fait et de voir, ok, ça j'enlève, je sépare en fait ce qui est trop de mon mental, ce qui est trop de l'agitation, de la complexité, et je garde en fait ce qui m'intéresse. Et en fait ça, je le faisais un petit peu tous les jours, ce travail de distinction entre ok, en fait c'est quoi qui est central, c'est quoi qui est vraiment dans mon cœur, et qu'est-ce qui est de l'ordre du brouhaha en fait. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi en méditation, mais de le vivre en fait au quotidien là-bas, dans ce ralentissement de la vie, ça fait qu'en fait ça s'imprègne beaucoup plus profondément en nous. Et ça a été très précieux. Selon moi, quand on va là-bas, on a tout à y gagner si on se concentre vraiment sur le ressenti, un peu comme si on était une éponge et on absorbait. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup, c'est-à-dire que je me concentrais vraiment sur mon ressenti, même si parfois j'avais envie de comprendre des choses, etc. Surtout qu'en tant que praticienne chamanique, j'y allais aussi forcément pour apprendre des techniques. Mais j'essayais vraiment de garder ça comme étant quelque chose d'un petit peu secondaire. J'avais surtout envie de m'imprégner d'un état d'être en fait. C'est ça qu'en fait l'âme retient. Quand on part de cette terre, on ne va pas retenir forcément les techniques ou les compréhensions, on va retenir mais qu'est-ce que j'ai ressenti en fait. Et c'est ça pour moi ce qui a été le plus important là-bas, c'est de vraiment être dans ce ressenti intérieur. Ensuite, il y a eu le contact avec la nature, avec la forêt. Alors la forêt, évidemment, elle est partout, mais là-bas, la forêt amazonienne, c'est quand même quelque chose de très particulier. Déjà, il y a cette vastitude. Elle est immense, elle est flamboyante, elle est très riche. Il y a un autre mot qui voulait venir, mais je ne le trouve pas encore. En fait, il y a vraiment dans cette forêt une richesse au niveau des sons, au niveau des couleurs, au niveau de l'immersion en fait aussi. C'est très fort puisque par moments on ne voit plus le ciel et donc on est complètement entouré en fait par cette verdure et on sent bien en fait cette intelligence, à la fois cette douceur et cette puissance qui nous enrobe quotidiennement. C'est-à-dire que moi je dormais dans la forêt, enfin dans le groupe, avec le groupe, on dormait dans la forêt, on se réveille le matin avec elle. Et surtout le soir, pendant les cérémonies d'ayahuasca, on était bercé par les sons.
Et en fait, les Indiens, les chamans, pour se former, les premières étapes en fait de leur formation, c'est de faire des diètes en forêt. Donc ils vont passer des mois et des mois seuls à diéter une plante, et c'est la forêt en fait qui va leur transmettre sa sagesse pour avancer sur le chemin chamanique. Ce que ça a pu m'apporter dans ma pratique du chamanisme, c'est d'être du coup en contact avec un chamanisme de là-bas qui est encore vibré, qui est encore pratiqué, où en fait il n'y a pas eu de coupure, de cassure par rapport à nous dans notre culture. On a eu une grosse coupure, on a eu l'Inquisition qui nous marque encore aujourd'hui, hein, puisque il y a encore en fait ces peurs de parler de spiritualité, des peurs encore bien enfouies, très inconscientes, surtout chez les femmes. Du coup, on est encore, en fait, on s'interdit encore par exemple, toujours prendre en compte les morts en fait dans notre vie. C'est quelque chose qui est encore très tabou. Bon, il y a encore beaucoup de choses dont on est imprégné en France, et en fait, là-bas, il n'y a pas eu il n'y a pas eu cette rupture. Donc, c'est un chamanisme qui a encore vibré, et je me suis rendu compte que ça lui donnait une consistance, puisque en fait, ce chamanisme-là, il a bien ses racines, bien enfouies dans l'Amazonie, dans la terre, et en fait, il remonte en fait jusque dans les personnes en fait de là-bas, jusque dans la gorge, dans les champs, jusque dans les branches des arbres. Donc c'est un chamanisme qui circule de partout, même s'il a été abîmé hein, quand même hein, par les conquistadors. Il y a eu une histoire là-bas aussi, mais malgré tout, ils ont réussi à le préserver. À la différence de notre chamanisme à nous, qui a été quand même très abîmé, même si on en retrouve encore des traces chez les Celtes, dans la culture celte, etc. Donc j'ai pu me rendre compte que j'avais commencé à cheminer avec le chamanisme, le core shamanism de Michael Harner. Et j'ai commencé par là, et je continue toujours à pratiquer ce chamanisme qui est le chamanisme au tambour, déjà parce qu'au moins c'est légal et ça pose moins de problèmes à pratiquer en France, contrairement à l'ayahuasca. Mais en fait, pour moi, ça a été un pont important, puisque en tant qu'occidental, j'ai eu besoin en fait d'arriver au chamanisme avec un chamanisme qui est adapté aux occidentaux. Puisque parfois une culture forte comme la culture en Amazonie peut être aussi un frein. S'il y a trop de folklore, ça peut aussi parfois freiner des gens. Donc pour moi, ça a toujours vraiment son intérêt. En revanche, aujourd'hui, je vais intégrer du chamanisme traditionnel amazonien dans ma pratique. Et j'ai eu les autorisations, on a été dans des cadres sacrés, avec une transmission qui s'est faite dans le respect. Donc c'est ok que je transmette certaines choses que j'ai pu apprendre là-bas. Et je ressens en tout cas dans ma pratique que ça apporte une sorte de puissance. C'est encore plus présent au niveau du cœur quand je pratique. Ça m'a apporté aussi une clarté dans mes intentions, une clarté en fait dans ma pratique, et une sorte de socle. Je sens qu'en fait la forêt amazonienne me soutient toujours, et je sens un socle très puissant du coup quand je pratique, un soutien de la part des chamans de là-bas aussi, et ça c'est quand même très précieux. Donc ça a apporté beaucoup de richesse en fait dans ma pratique, et beaucoup de joie en fait, hein, tout simplement. Ensuite, dernière chose, je crois, d'un point de vue plutôt, on va dire, de compréhension générale autour du chamanisme. Ça a été un peu une découverte pour moi, en même temps je le savais, mais je l'ai vraiment vu là-bas. J'ai découvert l'aspect duel du chamanisme. J'ai découvert qu'en fait le chamanisme n'était pas du tout une voie non duelle comme certaines voies spirituelles.
J'ai découvert les aspects sombres. J'ai pas été impactée directement, mais disons que voilà, j'ai eu des conversations autour de ça. J'ai eu des explications sur les magies qui sont pratiquées là-bas, les règlements de compte, les chamans pas forcément toujours très vertueux, etc. J'ai découvert aussi que en fait, les chamans ne sont pas forcément des guides. C'est avant tout des guérisseurs en fait. Ils appliquent des techniques de guérison. Ils vont pas forcément toujours avoir des grandes paroles, de sagesse impeccable, etc. Je pense qu'à une certaine époque, ça aurait pu me déranger. Maintenant, ça me dérange beaucoup moins. Pour moi, c'est un peu à l'image de la nature elle-même. En fait, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que dans la nature, il y a de la violence, il y a de la cruauté, et il y a aussi des choses belles et merveilleuses, et il y a aussi de l'amour. Et en fait, le chamanisme, c'est un peu à l'image de la nature. Il y a en fait de tout. Et du coup, je comprends qu'il y a certaines personnes euh, qui en ont peur. Et je trouve ça toujours dommage en fait que le chamanisme souffre d'une image parfois sombre. Mais en fait, ça prend bien sa source quelque part. C'est-à-dire que oui, il y a des pratiques occultes, hein, enfin de règlement de compte, un peu comme le vaudou en Afrique, où on va utiliser le chamanisme pour arriver à ses fins d'un point de vue complètement égotique. Et en fait, oui, ça existe. Et il y a aussi des chamans qui vont avoir une éthique et du respect et qui vont être dans des vibrations très hautes. Mais en fait, pas forcément. Et c'est comme ça. Et c'est un peu comme la vie, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est à nous, c'est à vous de faire le choix, de savoir vers qui vous voulez vous diriger. Et en fait, il n'y a personne qui pourra vous garantir la fiabilité de là où vous allez aller, en fait. Il faut simplement écouter votre cœur. Et dans tous les cas, on apprend de ses erreurs. Donc, d'une certaine manière, tout est juste. C'est pas pour autant qu'il faut pas défendre un chamanisme éthique, un chamanisme qui est vraiment dans la lumière, qui est dans le respect de ce que vous êtes. Et je vous rassure, les chamans que j'ai rencontrés sont là-dedans, c'est-à-dire que parfois ils nous disaient votre lumière, elle est à l'intérieur de vous et faites en sorte que personne ne vous la prenne. Et ça, c'est très important. Et les chamans qui ont bien cheminé, qui ont fait beaucoup de cérémonies, etc., à un moment donné, vont toujours arriver vers cette lumière pure, en fait. Et cette lumière pure, elle les habite. On sent leur joie, on voit les étincelles dans leurs yeux et on sent leur générosité de cœur. Donc, ils sont bien là. Mais en fait, en tant qu'occidental, on peut avoir cette image de ah, je vais aller au fin fond de la forêt, je vais aller dans vraiment le plus pur de ce que je peux trouver, etc. Bah non, en fait, c'est pas parce que vous allez au fin fond de la forêt en Amazonie que vous allez trouver des gens qui sont super, parce qu'il faut pas non plus idéaliser le chaman étranger. Il y a vraiment de tout, effectivement. Et ça, je l'ai vu, et ça fait partie de la vie là-bas. Le chamanisme est une voie où on va recevoir des enseignements et une sagesse via la nature et les esprits de la nature. Sur mon chemin, j'ai débuté en fait avec un enseignement via les esprits du monde animal, donc avec les esprits animaux. C'est vraiment par là que j'ai démarré, avec l'animal de pouvoir, et c'est toujours ce que j'enseigne et ce que je vais enseigner. J'ai découvert en fait une autre porte là-bas. Forcément, je suis partie là-bas pour participer à des cérémonies d'ayahuasca. Et donc, j'ai été enseignée par une plante. En Amazonie, l'enseignement ne se fait quasiment qu'avec les plantes. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai passé que 5 semaines là-bas, donc je suis loin d'être une experte et d'avoir tout compris en chamanisme amazonien, évidemment. Mais de toutes les histoires que j'ai entendues, les chamans là-bas commencent par diéter une plante et par se recueillir en forêt pendant des mois, voire des années.
Donc, en fait, leur porte d'entrée dans la nature, du monde naturel, ça va être les plantes. Et en fait, c'est une autre porte d'entrée. En fait, il en existe plusieurs. J'ai découvert du coup cette porte d'entrée, c'est-à-dire que la sagesse, la connaissance, en fait, c'est la plante qui va jouer ce rôle de transmetteuse, qui va jouer en tout cas ce rôle de transmission. Ça peut être aussi avec les esprits animaux, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, pour la plante, en fait, elle a cette faculté de pouvoir être ingérée physiquement. Et ensuite, en fait, on reçoit ses énergies, son enseignement, et le tout est complété par la forêt. Et donc ça a été une connaissance supplémentaire qui a été, je trouve, très riche aussi pour moi, puisque j'avais reçu surtout des enseignements de la part des esprits animaux et un enseignement reçu de la part d'une plante est différent puisqu'on va l'ingérer et du coup on va le ressentir dans son corps. Et donc ça a une dimension, je dirais, peut-être plus complète, même si quand on est en contact avec un esprit animal, on reçoit aussi des énergies dans son corps. Mais ça va passer par un autre biais. Là, je dirais que la plante, on va passer par le biais d'une réalité ordinaire puisqu'on va l'ingérer. Avec l'esprit animal, on va en fait le vivre en voyage chamanique. Donc c'est différent et c'est vraiment venu compléter mon enseignement. J'avais pas encore vraiment reçu d'enseignement de la part des plantes. Et c'est vrai que ça apporte des connaissances supplémentaires. Et alors, comment on intègre tout ça une fois de retour en France ? En tout cas, pour ma part, je suis encore dans cet enjeu-là, puisque je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Et je dirais qu'il y a forcément un deuil à faire, puisque dans tous les cas, les énergies là-bas sont pas les mêmes, on rentre dans son quotidien, on n'est pas dans la même culture, etc. Donc on va forcément perdre quelque chose. Donc c'est un deuil à faire. Et en même temps, il y a aussi des choses qui vont rester indéfiniment en nous. Et pour ma part, je pratique la visualisation régulièrement, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de plus précieux que j'ai pu vivre et ressentir là-bas, notamment pendant les cérémonies, je visualise en fait comme un trésor à l'intérieur de moi qui est gardé par mes esprits gardiens. Et toute cette pureté, cette joie, ces couleurs, tout ce que j'ai pu vivre en fait et qui est emmagasiné en moi énergétiquement, ça je travaille en fait à le garder en fait et je le visualise. Voilà ce qu'on peut faire. Après, le contact avec la nature aussi est toujours super important et ça c'est à garder. Et je dirais après c'est à nous de faire le tri entre qu'est-ce que je suis prêt à changer dans ma vie pour intégrer certaines choses que j'ai vécues là-bas et qu'est-ce qui pour moi ne peut pas être changé dans ma vie aujourd'hui en fait, même si j'ai vécu des choses fortes là-bas ou même si les gens, tiens là-bas les gens vont pas faire tout à fait la même chose que moi ici, mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas être complètement changées dans nos vies, bien évidemment, et c'est normal, sinon on serait complètement plus adapté du tout à notre vie ici. Voilà, donc ce que je peux dire sur ce voyage pour cette première partie, pour vous parler du chamanisme en fait, et de ce que j'ai pu vivre là-bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et vous pouvez aussi vous abonner, liker si ça vous a plu. À bientôt.